SAGECO. Présenté par Mathieu Takizala. Bonjour, bienvenue dans la chaîne économique de Kinshasa et de l'espace francophone InfoSag avec l'émission SAGECO, l'émission qui parle de l'économie dans la globalité. Dans ce plateau ce matin, des enseignants des instituts supérieurs de Kinshasa, en commençant par l'assistant Tissumpa. Cette fois-ci, je n'ai pas massacré le nom. Il enseigne, il assiste le professeur qui n'est pas présenté, le professeur Noël Tchani, Mwanda Mvita. Bienvenue dans ce plateau. Bonjour, merci Monsieur Mathieu. Je salue aussi le professeur qui est à mes côtés, avec qui on va débattre. Je salue les téléspectateurs qui auront l'occasion de nous suivre encore une fois de plus. C'est tout un plaisir pour moi de revenir pour la deuxième fois dans cette émission. Voilà, nous vous remercions. Le professeur est en face, le professeur Joël, qui est habitué dans ces plateaux des SAG Éco. Notre sujet d'aujourd'hui, ça sera bienvenue le prof. Merci beaucoup, merci Mathieu. Les idées d'aujourd'hui, c'est l'impact de programmes économiques des deux candidats de première puissance mondiale. Nous voyons Madame Harris et Donald Trump, l'impact dans l'économie congolaise, parce que nous voyons que ça se dessine. Nous devons surveiller parce que l'économie congolaise, on dit à chaque fois, elle est dollarisée. Le dollar américain a des impacts dans cette économie et c'est des programmes. Nous allons commencer par le professeur parce que comment vous avez suivi le marqueur de ces deux candidats de la scène politique mondiale et de la scène politique américaine? Merci beaucoup, monsieur Mathieu. Je prendrai seulement le volet économique de leur programme, puisqu'on a essayé de diviser leur programme en 5 volets, mais je parlerai plus sur les volets économiques. Voilà, je commence d'abord par Madame Harris, qui parle de crédit à la naissance. Oui. Vous voyez, il parle de ces crédits de la naissance, il a 3 volets dans ces crédits-là. Il parle de crédit immobilier, il parle de crédit entrepreneurial, création des entreprises. Et je me dis, c'est quelque chose de très grand. Pourquoi? Parce que déjà, dès la naissance, on donne des moyens à un Américain de bien vivre, de commencer une vie avec un capital. Je pense que c'est vraiment quelque chose où, si j'essaie de faire le parallélisme chez nous, bon, bien sûr, nous ne sommes pas encore à ces niveaux-là, mais je pense que ce sont des exemples à suivre, surtout sur l'entrepreneuriat, création des entreprises. 25 millions d'entreprises avec le mandat de 4 ans. Vous savez, aux États-Unis, c'est 4 ans, 48 mois, donc 25 millions. Nous, ici, sur 60 mois, nous cherchons à créer 6 millions. Voilà. Si je peux prendre le cas de la RDC, il y a des domaines où on peut créer beaucoup d'emplois. Je vais prendre juste un exemple avec le gouverneur de la ville de Kinshasa. Quand il parle de l'histoire de l'assainissement de la ville, papa, dans ces domaines-là, on peut créer beaucoup d'entreprises. Dans l'espace collecte, traitement des immondices, on peut faciliter aux jeunes entrepreneurs de créer des emplois dans chaque domaine, dans chaque partie d'assainissement de la ville. On peut créer des entreprises. On peut faciliter aux entrepreneurs de créer des entreprises là-dessus. Donc, dans le domaine pour créer des entreprises au Congo, ça ne manque pas. Peut-être c'est la volonté qui manque. Et des mesures incitatives de jeunes entrepreneurs à entreprendre dans tel domaine ou dans l'autre domaine. Donc, pour Madame Harris, je pense, moi j'adopte plus ces programmes-là, du côté économique au moins pour la création d'emplois, le crédit immobilier, par rapport à Donald Trump, qui a fortement critiqué, quand je suivi les demandes, cette partie-là. Lui, il parle plus de droit des douanes. C'est bien pour protéger l'industrie locale, mais ça aussi l'impact négatif de l'autre côté. Quand vous mettez trop de droits des douanes, ça a de l'impact négatif sur l'économie du pays aussi. Du moins du point de vue investissement. Cela veut dire qu'il n'y aura pas assez d'investissement, il n'y aura pas assez de création d'emplois aussi. Donc tout ça, il y a de côté positif pour le pays, mais il y a aussi de côté négatif pour le pays.
Donc, je ne soutiendrai pas trop ces programmes-là d'augmenter trop de taxes. Parce que à long terme, ça a de l'impact négatif sur l'économie du pays. Voilà d'emblée. En attendant, Monsieur Christian, vous êtes de même avis avec le professeur. Il dit, il est gauchiste, hein, il dit, voilà, la gauche américaine marque des pions, mais le capitalisme voit aussi que Donald Trump, par exemple, en termes de la fiscalité de l'entreprise, parce que Mme Harris va dire qu'elle est néantie, ça veut dire que c'est qu'il gagne au-dessus des 400 000 dollars américains, l'impôt va augmenter pour le programme de Kamala Harris. Mais à ce qui concerne Donald Trump, il dit l'impôt de néanti, ça va être au lieu de 21%, parce que l'imposition de l'entreprise, au lieu de 21%, ça va tourner autour de 15%. Et vous êtes de même avis avec vous qui enseignez beaucoup plus de finances publiques, la banque, voilà, donc. Vous êtes de même avis avec le professeur? Non, de même avis, je ne sais pas. Mais moi, je vais faire mon analyse sur ce que je vois, comment je vois l'évolution des choses. D'abord, d'emblée, il faut souligner les deux programmes. L'un est de gauche et l'autre est de droite. Ce ne sont que deux programmes. Et l'applicabilité, c'est pas encore entré en application. Mais sinon, ça donne des signaux sur ce que seraient les 4 prochaines années pour les États-Unis, mais aussi pour le monde, parce que l'économie américaine a de l'impact sur le reste du monde. Alors, il faut séparer. Je pense que Kamala est de gauche, socialiste, démocrate. Et donc, elle est un peu beaucoup plus son programme, même si c'était quelqu'un d'autre, va tourner du côté social, un peu de projet, un peu comme ça se passe chez nous. C'est la campagne électorale. Et ça ne veut pas dire que tout ce qu'ils disent là, ça sera fait. Mais ce sont au moins des signaux. Et puis Donald, lui, il est républicain, donc eux, le slogan, c'est que American, donc l'américain avant tout, l'Amérique avant tout. C'est ça l'idée des républicains. Donc, les deux projets s'opposent bien évidemment parce que Donald Trump a raison de dire il va baisser l'impôt de certains et puis il va augmenter de d'autres. Et dans sa stratégie politique, c'est qu'il faut privilégier les économies, les entreprises américaines au lieu de privilégier les économies des autres pays, parce qu'aujourd'hui la concurrence est rude entre les États-Unis et la Chine. Ils se disputent la première place de la première puissance mondiale, et la stratégie d'augmenter la douane, je suis désolé, mais ça n'aura pas seulement de l'impact négatif, mais ça aura beaucoup plus d'impact positif du fait que la Chine menace en permanence l'économie américaine. Si nous estimons en termes de chiffres, l'importation, les biens qui quittent la Chine vers les États-Unis d'Amérique, c'est autour des milliards. Et du coup, si cela continue, la Chine produit, la main-d'œuvre est abondante. Si nous regardons les variables ou les facteurs qui entrent dans la main-d'œuvre pour produire quelque chose en Chine, et le même bien, sa production, son coût de production aux États-Unis, c'est différent. Vous verrez que le coût de production en Chine est un peu plus bas que le coût de production aux États-Unis. Et ce qui fait que si les deux biens se retrouvent sur le marché américain, eh bien, les agents économiques, le choix est clair. On va acheter le même bien qui nous procure la même satisfaction, mais avec un coût réduit. Et du coup, les produits américains sur le marché américain seront moins concurrents. Et du coup, c'est cela le programme des Républicains, c'est que augmenter l'impôt, augmenter la douane pour que le produit extérieur, pas seulement de la Chine, mais d'autres pays qui amènent leurs biens aux États-Unis, voilà, 28, qui apportent leurs biens pour compléter le marché américain, pour permettre à ce que les entreprises américaines soient concurrentes et que ça privilégie, parce que eux là ils payent. Est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions à des pays comme la nôtre, parce que nous savons bien que le pain que nous exportons, c'est vers la Chine. Mais si la Chine sera crucifiée du côté des Américains, est-ce que le Congo ne va pas souffrir? Il n'y a pas longtemps, le président Tshisekedi était en Chine. Vous avez vu que les accolades avec son homologue chinois, il y a eu aussi, on a déroulé le tapis pour que les échanges continuent et renforcer ces coopérations économiques. Est-ce qu'il n'y aura pas, vous savez, vous sillonnez à Kinshasa, non? Et en sillonnant à Kinshasa, vous voyez que la Chine est présente par rapport à l'économie américaine. Est-ce qu'il n'y aura pas de répercussions? Écoutez,
Écoutez, en politique, si on peut se faire des discours doux, mais en économie, on ne se fait pas des yeux doux. L'économie, c'est... je vais dire, ce n'est pas la même douceur. L'économie, c'est l'agressivité. L'économie, c'est la concurrence. L'économie, c'est que celui qui paie, il remporte. En économie, même si le discours du président chinois vous dit on va investir en RDC et tout ça, mais ça sera au prorata des intérêts qui tirent en République démocratique du Congo en termes économiques. Alors, n'attendez pas que la politique américaine, que ce soit des républicains ou des démocrates, que la politique américaine soit avantageuse pour la République démocratique du Congo. Nous, en tant qu'une économie, nous ne ferons que nous adapter à l'environnement politique et économique que va conduire les États-Unis dans 4 prochaines années, mais nous n'allons pas espérer avoir des répercussions positives. Non, on ne peut pas espérer à cela. Nous pouvons espérer que les États-Unis prennent des mesures parce que eux, ils prennent des mesures pour soutenir leur économie. Si ça va vous plaire, tant pis. Si ça va vous déplaire, tant pis. Mais eux, ils prennent des décisions pour soutenir leurs économies, mais pas pour vous plaire, vous. Parce que les États-Unis, socialistes soient-ils, républicains soient-ils, d'abord les intérêts américains et ensuite les restes. Eux, ils jouent leur jeu politique et économique en fonction et pour que les États-Unis en profitent. Parlons de la Chine. La Chine aujourd'hui, en termes de technologie, présente des avancées par rapport aux États-Unis parce que la Chine a développé une politique d'envoyer les Chinois aux États-Unis pour apprendre la technologie et quand ils rentrent en Chine, ils développent cette même technologie peut-être jusqu'à concurrencer les États-Unis. Et aujourd'hui, nous voyons sur les réseaux sociaux les merveilles que réalisent les Chinois. Et ça fait craindre les États-Unis qui, en réalité, doivent prendre des mesures, doivent s'adapter sur le plan douanier afin de jouer de la politique de protectionnisme. Parce que sinon, l'économie américaine, j'entends, l'économie qui est produite et tenue par les Américains, va subir des coups fatals. Et du coup, il faut prévenir que guérir. Même Harris qui parle, qui ne fait pas trop mention à la douane, mais au moment venu, si jamais elle est élue, elle sera obligée de jeter un coup d'œil afin que la concurrence soit favorable plutôt aux Américains qu'aux Chinois ou encore à l'Union européenne. Prof Joël, votre co-débatteur dit que la réelle politique c'est autre chose avant la campagne, mais quand vous vendez un programme au reste de la population, normalement il faut les appliquer. Si vous ne les appliquez pas, et pensez-vous que vraiment que ce que votre co-débatteur dit et que ce sont des discours de campagne et puis arriver au pouvoir, qu'ils soient à risque, les réalités politiques, les réalités économiques vont pédaler différemment. Bon, ce qui est vrai, le projet et la réalisation, il y a un fossé. Ça, c'est vrai. Faites un projet, mais quand vous êtes sur terrain, il y a toujours des aléas, il y a des inentendus, il y a des choses qui font peut-être que vous n'allez pas appliquer à 100% votre programme. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, vu la maturité politique de ces grands-là, si je peux les appeler ainsi, ils ne peuvent pas faire de propagande ou des projets fallacieux pour endormir la population comme font nos dirigeants africains souvent. Trop de promesses. En réalité, il est conscient qu'il ne va pas appliquer cela, mais il fait trop de promesses pour ne rien réaliser. Je pense que de leur côté, si je peux parler en termes de pourcentage, je dirais je peux donner au-delà de 50% pour que les promesses soient réellement réalisables. Kinshasa est gouverné avec la gauche. Nous avons vu hier, jeudi, le réunion interinstitutionnelle. Voyons plus comme si c'est qu'Harris dit, baisser le taux directeur. Le président a demandé aux institutions de regarder que la Banque centrale, le taux directeur est élevé, et puis faire de sorte que le crédit soit destiné aux entreprises. Comment vous trouvez ces gens d'initiatives? Parce qu'on voit que ça commence à bouger aussi à Kinshasa. Parce que le président hier, c'est ce qu'il disait, à peu près ce que Kamara propose. Oui. Bon. Il y a parfois des choses qui se font dans notre pays qu'on essaie de mettre souvent le chariot devant le bœuf au lieu de le mettre derrière le bœuf. Tout ce qu'ils ont proposé là, c'est très bien. Mais il y a des préalables à tout cela.
on risque de baisser ces taux-là sans impact dans la société. Ils disent, mais oui, le crédit est absent dans l'économie congolaise, mais Kinshasa dit, voilà, la Banque centrale, il est à 25 la dernière fois avec l'assistant, on a vu ici, donc il faut que ça baisse pour que les banques commerciales puissent quand même injecter de l'argent dans l'économie productive. On veut bien, mais regardez aussi un autre problème. C'est la crédibilité de ceux qui sont en train de demander le crédit auprès de banques commerciales. Aujourd'hui, les banques commerciales ont peur de donner de crédit en fonction de ce que les anciens ont fait. Les non-remboursements à temps ou les non-remboursements complets de crédit. Alors, qu'est-ce qui se fait? Les entrepreneurs crédibles, vu les taux d'intérêt élevés, ils ne veulent pas accrocher. Ils ne veulent pas prendre de risques de prendre le crédit. Donc le gouvernement a raison de baisser le taux directeur. Donc. Oui, tout à fait. Mais maintenant, ce sont les entrepreneurs courageux et peut-être non crédibles qui peuvent se dire, bon, je prends et je ne vais pas rembourser. Mais ceux qui sont crédibles maintenant, ils connaissent la réalité et ils ont peur. Ils ne veulent pas croquer à cela compte tenu de taux élevés d'intérêt. Alors, de sur quoi maintenant, on va retomber dans le même système où il y a toujours risque de non-remboursement. Monsieur l'assistant, la même question. Hein? Kinshasa, moi j'ai l'impression que c'est à peu près ce que Kamala est en train de proposer, mais la différence en est que Kinshasa, c'est déjà un régime qui est en place, Kamala est candidate. On voit qu'hier, la réunion interinstitutionnelle, le président a demandé à ses représentants. Ce qui a pris la parole, c'est le président de l'Assemblée nationale, en disant il faut que le taux directeur qui est à 25, ça fait mal à l'économie congolaise. Et vous qui enseignez ça, la logique de banque, comment vous trouvez ces genres d'initiatives? Kinshasa, ça commence à bouger? Je pense que le président nous a suivis, hein, parce que ça fait au moins 2 à 6 mois qu'on parle de la même chose et on publie des articles là-dessus pour parler du taux directeur ainsi que de la conduite de politique monétaire en République démocratique du Congo. Ici, il n'est pas question de Kamala, mais il est question d'étudier l'environnement économique interne. Parce qu'aujourd'hui, il y a une raison pour laquelle la Banque centrale a augmenté les taux directeurs. Parce qu'elle a vu qu'il y avait glissement terrible du taux d'échange en défaveur du franc congolais. Les francs congolais continuaient continuellement, passez-moi le pléonasme, à perdre sa valeur sur le marché. Et les dollars américains ont porté. Et pour stopper cela, la Banque centrale dispose des instruments pour soit user d'une politique monétaire expansive ou une politique monétaire restrictive. Et pour cela, elle a étudié les instruments à sa disposition. Elle a vu qu'elle devait augmenter le taux directeur ainsi que le taux de réserve obligatoire qui a quitté aujourd'hui des 0, c'était des 0, et c'était des 0, c'est passé à 9, et aujourd'hui nous sommes autour de 12%. Et le taux directeur qui a quitté des 10, aujourd'hui nous sommes à 25%. Pour la Banque centrale, agir sur ces deux instruments freinerait l'élan du glissement du taux d'échange en défaveur du franc congolais. Que dire? On a observé les résultats sur le marché. Mais on a cessé de les dire, on a cessé de décrier que le taux directeur de la République démocratique du Congo était le plus élevé de l'Afrique, si pas du monde, parce que nous avons suivi hier ou avant-hier que l'Union européenne, la Banque centrale de l'Union européenne a baissé son taux directeur au regard de la stabilité du taux d'inflation. Parce qu'en fait, la stratégie était de stopper les taux d'inflation, de stabiliser les taux d'inflation. Mais aujourd'hui, on peut se dire que le taux d'échange s'est stabilisé autour de 28 500, autour de 2850. Mais on a stabilisé les taux à quel niveau? Ce niveau est toujours asphyxiant pour l'économie. Et le président a bien raison de nous rejoindre pour dire, écoutez, le taux directeur est très élevé. Et ce taux directeur ne permet pas à l'économie de rouler, ne permet pas à la banque de refinancer l'économie. On dit dans des termes techniques, ça ne permet pas à la banque d'arroser l'économie en termes de crédit. Et du coup, nous avons un blocage. Les banques ne savent plus faire assez de crédit parce que le taux directeur est très élevé. Qu'à cela ne tienne,
nous le savons, le problème de dollarisation, 95% de la masse monétaire en circulation et même des crédits, c'est fait en dollars. Mais lorsqu'on fixe les taux directeurs, c'est en francs congolais. Ce qui fait que ça n'a pas trop d'impact sur la politique des crédits des banques commerciales. Ça, c'est de 1. De 2, si nous voulons baisser les taux directeurs, ici, il n'est pas question de la crédibilité de ceux qui viennent prêter de l'argent auprès de la banque, parce que la banque, dans son travail, doit étudier les dossiers. Il y a toute une direction de crédit qui doit étudier les dossiers pour savoir que celui-ci est crédible ou pas. Mais ici, il est question de la mauvaise foi. Parce que nous n'avons pas de banques congolaises. Et les banques qui sont là sont toutes des banques étrangères. Et lorsque vous êtes crédible, vous venez déposer votre dossier en bonne et due forme, et on étudie ces dossiers-là, on trouve que vous êtes crédible, il faut vous prêter de l'argent, et il y a un Indo-Pakistanais qui vient déposer le même dossier, et on étudie son dossier. Vous demandez par exemple 10 millions, lui demande 11 millions, on étudie les dossiers, mais on pense, puisque c'est une banque indo-pakistanaise, on donne du crédit à l'Indo-Pakistanais, même si il n'est pas si crédible que toi. Mais on lui donne des crédits parce que leurs banques sont ici pour soutenir les citoyens indo-pakistanais qui sont sur notre territoire. Autant pour la banque nigériane, autant pour la banque camerounaise, et ainsi de suite. Nous, tout ce que le président a dit sur le plan monétaire, je pense qu'il nous a rejoints aujourd'hui, il nous donne raison, il a vu juste et nous l'encourageons. Pourvu que ces mesures soient mises en pratique. Parce qu'aujourd'hui, nous avons un système, le président a parlé du système financier, mais est-ce que nous avons un système financier dans ce pays? Il faudrait que nous concentrions toute une émission pour parler du système financier. Oui, on n'en a pas. On n'en a pas nos systèmes financiers. Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas avoir le système? J'y arrive. Déjà, commençons par le système bancaire. Déjà, nous avons 16-17 banques. Il n'y a aucune banque congolaise. Là n'est pas le problème. Le peu qu'il y a, il finance tout de même l'économie congolaise. Mais il finance qui? Je viens de vous exposer un problème. Lorsqu'il y a un Indo-Pakistanais et un Congolais, c'est un Indo-Pakistanais qui emporte. Mais ce sont les crédits des Congolais qu'on accorde plutôt aux étrangers qu'aux Congolais eux-mêmes. Ça, c'est un problème. Et en restructurant les systèmes financiers, la Banque centrale va jouer pleinement son rôle, et dans toute cette indépendance, il va contrôler le comportement des banques commerciales, il va contrôler le comportement des autres institutions financières, et il y aura même des institutions de régulation qui veilleront à ce que le crédit soit donné de manière équitable. Aujourd'hui, si vous regardez la proportion des crédits au niveau de la banque, des banques commerciales, je ne vais pas citer une banque commerciale précise, question de ne pas faire la fixation ou encore la publicité. Mais si vous regardez la proportion des crédits, elle est moindre par rapport aux autres activités connexes. Ils font plus des activités connexes que les activités... Je vais revenir vers vous, prof. En tout cas, le co-débatteur, l'assistant Christian, dit qu'il n'y a pas un marché financier. Mais les deux programmes qu'on est en train d'analyser par rapport à notre société, nous voyons que l'Afrique a été citée uniquement dans des problématiques d'immigration. Pourquoi les dés, ce ne sont pas des novices en politique, ce sont des chevronnés. Ils ont déjà assumé des responsabilités. Pourquoi on parle de l'Ukraine, on parle d'autres marchés internationaux, mais pourquoi pas l'Afrique? Qu'est-ce qui ne va pas? Premièrement, le problème de migration pour l'Afrique, moi je pense qu'on devait d'abord essayer de comprendre pourquoi les Africains immigrent. C'est ça le grand problème. Pourquoi nous arrivons à nous immigrer? C'est suite à tout ce qui est comme problème au niveau de l'Afrique. Et souvent, ces problèmes sont créés par eux-mêmes, les Américains, les Européens. Je vais prendre un exemple, comme on a tué l'autre, Saddam Hussein Kadhafi. Mais de ces côtés-là, avant, les gens ne prenaient pas la route de la mer pour aller en Europe. Pensez-vous que les Africains n'ont pas une part de responsabilité dans ce qui se passe, dans l'immigration, l'afflux des cerveaux, les intelligences qui partent ailleurs? L'Africain lui-même n'a pas de part de responsabilité? Mais oui, ça c'est vrai. Il a des responsabilités lui-même. Du moment que toi-même, tu ne sais pas arranger ta maison. C'est ça le problème. La maison est sale, la maison ne sait plus vous accueillir, ne sait pas vous mettre en l'aise. Alors vous allez chercher la vie ailleurs, comme on dit. Si nos dirigeants étaient capables de ne fût-ce que donner le minimum possible aux Congolais. Moi, j'ai dit cette immigration-là.
Ah, je ne pense même pas que c'est politique. C'est plus économique. C'est la crise, comme on le dit. C'est l'incapacité de nouer les deux bouts du mois qui pousse les gens d'aller voir ailleurs. Alors, si on avait des dirigeants qui devaient ne fût-ce que jeter un coup d'œil sur l'économie du pays, où quelqu'un pouvait nouer les deux bouts du mois calmement chez lui, vous savez, les $10 que tu gagnes chez toi, tu sais bien les investir que c'est que tu gagnes ailleurs. Donc, l'Africain lui-même est à base. Mais la libre circulation a toujours été comme le monde, hein, et vieux comme le monde. Ça veut dire qu'on ne peut pas empêcher les Africains à circuler, sauf que le problème en est que le marqueur doit être le marqueur économique, comme vous dites. Ça ne peut pas être un marqueur de tourisme. Parce qu'aujourd'hui, l'Afrique, et puis quand nous regardons ce programme, la création, par exemple, d'entreprises, si Kamala arrive au pouvoir, c'est $50,000 au créateur. Mais nous avons une communauté congolaise aux États-Unis. Est-ce qu'aujourd'hui, les enseignants qui sont dans ce plateau, est-ce que le Congo ne peut pas s'inviter dans cet horizon américain pour que cette diaspora congolaise devienne de plus en plus entrepreneur dans le pays de l'oncle Sam? Bon, moi je dirais, pourquoi pas être entrepreneur chez nous ici? Il y a aussi des entrepreneurs américains au Congo. On doit aussi avoir nos représentants dans des économies telles que le marché américain. Parce que nous avons une forte démographie congolaise aussi aux États-Unis. Et avec cet horizon, est-ce qu'on ne peut pas faire ce qu'on appelle l'intelligence économique, que nous puissions quand même permettre aussi aux Congolais qui résident aux États-Unis de bénéficier avec ces genre d'ouverture d'esprit? Monsieur Mathieu, vous avez passé un bon moment vers l'Europe, à l'Europe bien sûr. Vous connaissez qu'on ne se vale pas la face. En France, la majorité des Congolais qui sont en France, ils font quoi? Ils font quoi? Ils sont toujours dans ce qu'on appelle les libangala, des petits jobs, des petits choses. Est-ce qu'ils font quoi? Moi, j'ai été estomaqué de voir qu'à l'époque, quand on avait de ministres ici, les enfants de ministres ici, en Europe, mais qui n'étudiaient pas. Ils n'étudiaient pas en Europe. Et pourtant, le parent ne manquait pas de moyens. Vous voulez qu'on vous respecte, vous voulez qu'on vous donne ces crédits-là. Mais soyez dans la cour du grand, là où ça se donne. Ne soyez pas dans la rue. Pour bénéficier de tout cela, vous avez fait quoi? Vous avez fait quoi? Mais il y a des exceptions, oui. Il y a des exceptions. Des gens qui ont étudié en Europe, ils ont eu de diplômes en Europe, ils sont dans l'administration au niveau de l'Europe. Ils peuvent bénéficier de tout cela. Ils peuvent créer aussi. Mais la majorité, ils sont là. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils font rien. Mais c'est Christian, quand vous sillonnez le monde occidental, vous allez voir que les communautés, je peux vous les citer, hein, les Indiens, les Chinois, les Turcs, les Marocains, les Algériens, il y a de plus en plus des entrepreneurs de ces communautés. Mais qu'est-ce qui freine le mouvement entrepreneurial congolais? Parce qu'aujourd'hui, dans toutes les capitales où il y a un écosystème entrepreneurial, je dirais nous sommes un peu en retrait. Oui. Alors, je disais tantôt ici qu'en politique, on pouvait se faire cadeau des discours. Mon économie, on ne se fait pas des cadeaux. Le problème, il faut revenir ici au pays. Quel est le système qui est organisé ici pour soutenir les entrepreneurs congolais? Pas seulement les entrepreneurs, même les diplomates. Mais puisque nous sommes en économie, restons dans l'économie. Tous ces pays et ces communautés que vous avez cités, vous verrez qu'il y a toute une organisation autour de ce genre-là. Par exemple, au Sénégal, vous verrez qu'il y a toute une organisation autour de ceux qui sont à l'extérieur pour qu'ils investissent. Vous verrez même qu'il y a une banque qui les accompagne. Parce que ici, je parlais des banques camerounaises, j'ai parlé des banques indo-pakistanaises, j'ai parlé des banques nigérianes, j'ai parlé des banques ainsi de suite. Il y a toute une structure économique qui accompagne ceux qui vont à l'extérieur. Notre problème est un problème de financement. Déjà, notre système financier ici n'est pas stable. Et le président a bien raison que afin que le gouvernement se penche sur des systèmes financiers. C'est là le nœud du problème. C'est là le goulot d'étranglement. Si nous n'arrivons pas à résoudre ce problème du financement de l'économie, si nous n'arrivons pas à résoudre ce problème du système financier, nous n'aurons pas d'entrepreneurs crédibles. Nous n'aurons pas
des investisseurs congolais crédibles, eh ben, nous ne serons pas crédibles aux yeux du monde entier. Vous avez parlé de Kamala qui va dire 50 et 60, je sais pas moi, 1000 ou millions de dollars. 50 000 dollars pour le créateur, qui vont créer voilà, un chèque aux entrepreneurs. Mais on n'a pas donné seulement aux Congolais. Mais vous savez, le nombre de migrants, de gens qui quittent leur pays pour aller vers les États-Unis. Et là, ça sera la bataille. Et il faut être soutenu. Et pour ça, il faut être soutenu par la structure économique de votre pays. Je vous ai dit ici, l'autre fois, que le vrai problème du Congolais, le vrai problème de la RDC et de son économie, c'est la structure économique. Notre structure économique ici est périmée, sinon dépassée. Il faut restructurer notre système économique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais maintenant, ce qu'il faut faire... Quelles sont des réformes en priorité? Ce qu'il faut faire, c'est que maintenant, il faut se pencher sur la réforme structurelle, la réforme du système financier. C'est là le nez du problème. J'insiste sur ça. Il faut commencer par là. Parce que pour investir, il faut avoir de l'argent. Vous avez des projets, mais pour investir, il faut obtenir les financements. Pour exécuter votre projet, il faut obtenir les financements. Et pour ça, il faut que le gouvernement se penche sur la question. Peut-être mettre des réformes, parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui emporte sur notre pays? Et vous voyez, je ne vais pas critiquer, mais je dis la vérité. Vous voyez que le ministre des Finances est beaucoup plus penché sur des GERAD, des GI, mais ça donne un message. Ça veut dire qu'il faut davantage asphyxier, il faut davantage faire ceci, il faut augmenter TVA. Il parle maintenant du TVA, mais maintenant, personne ne parle sur la possibilité de créer, par exemple, une banque de crédit mobilier, de créer une banque de crédit agricole, de créer une banque de crédit ceci. Personne. Le ministre des Finances est ailleurs. Lui, son problème, c'est DGI, c'est DGRAD. Il fait religieusement le tour chaque semaine à la DGRAD, DGI, et il tourne autour de ces trois sociétés de régie financière. Mais il ne s'épanche guère, il ne s'épanche pratiquement pas depuis qu'il est là sur des questions de réforme du système financier congolais. Je vous ai donné l'exemple d'une banque qui était en faillite ici. Je ne vais pas citer son nom, mais cette banque-là, la RDC a donné 50 millions de dollars pour relever cette banque. Mais moi, je me dis, bon Dieu, si vous êtes capable de donner 50 millions à une banque étrangère afin qu'il se relève, en donnant pour raison, voilà, nous ne voulons pas que les emplois se perdent. Mais qu'est-ce qui vous manque maintenant de récupérer cette banque-là? Mais mettez-vous sur table, discutez, dites-vous, voilà, vous avez un capital de 60 millions par exemple. Qu'est-ce qui fait que le Congo ne puisse pas avoir de banque? Qu'est-ce qui fait? Les consommateurs sont congolais. La faiblesse des dirigeants, oui. Le manque de vision, c'est clair, la faiblesse des dirigeants, le manque de vision criant. Ils sont dans les superfétatoires. Ils sont dans les Djalelo, ils sont ailleurs, au lieu d'être dans la pratique, au lieu de se pencher sur les vraies questions. Ce que je suis en train de vous dire ici, la Banque centrale peut faire ça, parce que jusqu'au moment où je vous parle, cette banque-là est sous la direction indirecte de la Banque centrale. Alors, qu'est-ce qui manque au gouverneur de la Banque centrale de taper sur la table et de dire, voilà, nous devons renégocier. Soit vous nous remboursez l'argent, soit nous faisons partie du capital. Le professeur Noël a dit un moment, DGI a publié, RTL nous devait autant, Vodacom nous devait autant, et tous nous devions autant. Lui, il a dit, pourquoi pas convertir ce que le RTL, Vodacom et tout ça nous doit à des parts, pour que nous puissions participer au capital de ces sociétés-là. Pourquoi on n'a pas fait ça? Et jusqu'aujourd'hui où nous parlons, est-ce que ces entreprises-là, parce que leur bureau était scellé, est-ce qu'ils ont payé la totalité de ce qu'ils devaient aux Congolais? C'était des millions. Mais c'est ce que je vous dis, qu'il nous manque des dirigeants qui disposent d'une vision claire. Qu'est-ce qu'on va faire avec l'informel? Alors, le secteur informel, c'est ce qui sauve aujourd'hui, vous savez. Mais je suis économiste, je suis désolé en tant qu'enseignant de dire ça. Mais je suis désolé. On ne peut pas soutenir l'informel. Je sais, je suis désolé. Mais je vais vous dire la vérité. Je vais vous dire la vérité. La réalité, c'est qu'aujourd'hui, si tout ce qui est dans l'informel était dans le formel, notre économie serait à genoux. Pourquoi? Parce que ces taux d'inflation ici, on va vous dire, après la réunion de conjoncture économique, on a stabilisé les taux. Mais à quel niveau? Vous avez stabilisé le taux d'inflation à quel niveau? Aujourd'hui, nous achetons un pain qui était à 200 et devenu à 500, 600, voire 1000 francs. Mais vous avez stabilisé un pain qui était à 200 à 500 francs, vous dites que nous avons stabilisé. Non, le vrai problème n'est pas celui-là. Ok? Le vrai problème n'est pas celui-là. Il faut aller mollo, étape par étape, afin
de prendre ceux qui sont dans les secteurs informels, le ramener dans les secteurs formels. L'environnement économique congolais est tel que il est toxique aux investissements. Il est toxique à l'entrepreneuriat. Mais comment le même environnement, je vous permettez que je vous relance, les autres communautés réussissent. Les autres communautés réussissent parce qu'ils sont soutenus, un, par leurs États, deux, par des institutions financières. Je le répète ici. J'ai dit, il y a des Camerounais ici qui réussissent, mais il y a une banque camerounaise ici, il y a une banque nigériane ici, il y a une banque indo-pakistanaise ici. Vous pensez que ces indo-pakistanais, quand ils quittent leur pays, ils viennent ici avec des mallettes de francs congolais, enfin, des mallettes de dollars ici? Non, il y en a qui viennent pauvres. Regardez, je ne vais pas vous citer des hôtels. Là où ils montent dans des bis, dans des combis, coffrés à 50, à 100 à l'intérieur, et 5-6 mois après il va solliciter un crédit. Les crédits, là où les Congolais ont déposé de l'argent, et ils vont solliciter des crédits et on les accorde les crédits et ça soutient leurs investissements ici. Je ne vais pas citer, nous sommes à la télé, je ne vais pas faire des fixations, mais c'est la réalité. Moi j'aimerais juste donner un exemple concret de ce que M. Christian est en train de dire. Un ami avait besoin d'argent, il vend dans une banque de Nigeria. Je cite les noms, vous connaissez. Il demande le crédit. Avec tous les papiers, tout était avant. On ne lui a pas crédit, on ne l'a pas donné. Mais il va chez son ami nigérien. Je dis, moi je vais t'aider. L'ami est allé demander, on lui a accordé l'argent et lui il est venu le donner. Pourquoi? Parce qu'il est nigérien, c'est la banque. Mais la banque des banques n'est pas nigérienne. La Banque centrale, qui est le régulateur du marché, c'est ça le problème. Comment un lambda, le taux de crédit, comment un Congolais lambda ira là-bas, à la Banque centrale? C'est ça le problème. Un Congolais lambda, il va arriver là-bas comment? Déjà, je vais dire, nous n'avons pas de banque, papa. La Banque centrale n'a pas pour clients les citoyens. Oui, pour clients, ce sont des banques de dépôt. Mais nous n'en avons pas. Mais les banques de dépôt, qui le régule? Qui le surveille? Mais il peut les réguler, les surveiller, papa. Vous n'allez pas empêcher à une banque de donner le crédit à son frère. Non, mais... et de refuser à un Congolais. Oui, comprenez que normalement, ça fait depuis 5 ans qu'ils sont à Kinshasa, nous parlons tous qu'il n'y a pas de banques locales, des capitaux congolaises. Mais qui nous bloque pour que nous puissions avoir des banques congolaises? Je répète, si moi je vais répondre en premier avant le premier, je répète ce que je viens de dire. Il nous manque une vision claire des réformes de notre système financier. Oui. Il y a la possibilité. Vous savez pourquoi l'économie zaïroise à une époque était florissante ici? Parce qu'il y avait de banques zaïroises. Je viens de Gbadolite et j'ai vu les bâtiments de UBZ. Union zaïroise des banques. J'ai vu encore la banque commerciale zaïroise. J'ai vu les bâtiments. Il y en a. À l'époque, mais souvenez-vous, vous avez cité ici M. Dokolo ici. Mais il était propriétaire d'une banque ici. La banque de Kinshasa. Voilà, là où il y a la CENI là. Là où il y a la CENI, il y avait une banque zaïroise, banque à capitaux zaïrois, commerce extérieur. Voilà, là où il y a ANER, le siège de l'ANER là, c'était encore le siège d'une banque. Vous vous en souvenez? C'est cela qui soutenait l'économie zaïroise. Et aujourd'hui, vous ne pouvez pas me citer une banque zaïroise, une banque congolaise. C'est-à-dire que nous devons faire des efforts. Hormis le fait que je vous ai cité, les banques de crédit immobilier, les banques de crédit agricole, les banques ceci, les banques cela. Nous avons la Poste aujourd'hui, la banque postale. La banque postale est toujours là. La banque caisse d'épargne est toujours là. Fonds de promotion industrielle. J'y étais à la banque, à la caisse, à la Cadeco. Mais je déplore avec madame, l'homme de soi-même, la dame, la DG, si vous avez l'occasion de la recevoir, elle va vous raconter des histoires parce que nous sommes dans terribles. Mais moi je suis, elle nous a dit des histoires qu'on ne peut pas dire ici à la télé. Je vous jure. Qu'elle nous a dit par rapport au fonctionnement des Cadeco, elle nous a dit des trucs que nous ne pouvons pas dire. Mais voilà, Cadeco, des banques, enfin, des institutions financières que nous pouvons relancer. Parce que Cadeco aujourd'hui dispose des infrastructures à travers le pays. On peut relancer Cadeco et ravir ces marchés de paiement des agents dans des banques commerciales et verser ça à la Cadeco. Ce que je dis ça, je ne fais pas de la magie. Je réfléchis en tant qu'enseignant.
Je ne fais pas de la magie. Aujourd'hui, ces banques-là profitent. Chaque paiement, ils gagnent quelque chose. Mais on peut reverser à la Cadeco. Il n'y aura plus question de Caritas parce que la Cadeco se retrouve en Ganajika, il se retrouve à Gbadolite, il se retrouve à Yakoma, se retrouve à Kolwezi, et ainsi de suite. Cadeco peut bien faire ce travail-là. Il est question justement de structurer et de refinancer cette institution-là pour soutenir. Il ne nous manque pas des institutions, mais tous sont restés des lettres mortes aujourd'hui. Combien d'entreprises américaines aujourd'hui, à l'heure actuelle, en 2024, en République démocratique du Congo? Je ne saurais pas donner avec exactitude, mais il y en a quand même. Il y en a. Les multinationales, il y en a, oui. Qui sont dans... Quels sont les secteurs? Minières, toujours? Minière, oui. Il y a aussi du... L'énergie. Énergie. Pétrole aussi. Côté pétrole aussi, il y en a, oui. Il y a des entreprises américaines. Qui opèrent toujours oui. comme à l'époque des années 70, pensez-vous? Il n'y a pas une régression, il n'y en a pas beaucoup. Non, oui, la dernière banque américaine qui est toujours aujourd'hui ici. Il y a City, qui est toujours. Alors, maintenant, nous avons dit quel impact aura sur l'économie congolaise par rapport à ces deux programmes. Non, qu'on ne se voile pas la face. Ces deux challengers-là américains, ils militent d'abord pour leur pays. Oui. Les États-Unis d'abord. Donc, ils ne peuvent pas penser au Congo avant les États-Unis. Tout ce qu'ils font d'abord, c'est pour leur pays. C'est pour les biens. Nous allons subir seulement les répercussions et qui souvent seront négatives. Mais vous savez qu'Ethiopian a bénéficié aussi de la politique américaine. La plupart des actionnaires qui ont permis qu'Ethiopian puisse avoir cette logistique-là, c'est aussi les capitaux, parce que vous savez, l'économie de marché existe. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, assistant, on ne peut pas faire des sortes, vous qui enseignez, et que les intelligences essayent un peu de regarder, parce que les États-Unis, ce n'est pas un petit marché. Moi, je voulais d'abord dire quelque chose quand vous parlez de l'Éthiopie. On était enfants à l'époque de Mobutu. Oui. Les Zaïre avaient un DC-10. Oui. Au niveau africain, il n'y avait pas de pays qui avait ce DC-10. Air Zaïre, à l'époque, c'était une très grande compagnie en Afrique. Mais pourquoi nous sommes tombés jusqu'à bas, jusqu'à ce que ça n'existe plus aujourd'hui? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Toutes les crises qui sont venues de la politique n'ont jamais été absorbées? Non, je me demande, la même question je peux me demander aujourd'hui, comment la RDC peut manquer une compagnie aérienne à cette dimension du pays où on se déplace facilement qu'avec des avions? Comment on peut manquer une compagnie aérienne? C'est un secteur où on peut investir. Mais pourquoi l'État lui-même n'arrive pas à faire... Norbert dit, vous n'avez pas de moyens, parce qu'un budget que vous cherchez, c'est 16 milliards. Et en potentiel, moi, oui, je ne suis pas de ce genre-là qui disent qu'il n'y a pas d'argent en RDC. Je ne suis pas. Il y a de l'argent en RDC. C'est peut-être on ne sait pas capitaliser, ou peut-être on ne sait pas. Mais c'est l'assistant. Il y a l'argent en RDC. Le Maroc a bénéficié des investissements venant des États-Unis, les capitaux. Pourquoi le Congo, le pays de Lumumba, n'arrivera pas à séduire les marchés financiers américains? Nous devons travailler sur la crédibilité de notre État. Parce que ces pays-là ont travaillé avec les temps sur la crédibilité de leurs États et de leur gouvernement. Et à partir du moment où ils sont devenus crédibles, et ils ont maintenant attiré les investissements extérieurs. Nous avons encore un long chemin à faire pour travailler sur la crédibilité de notre État. Nous n'avons pas de modèle économique adapté. Notre modèle économique que nous exploitons, c'est le modèle économique de la colonisation, là où il fallait justement, je disais l'autre fois, extraire et aller transformer ailleurs. Et nous gardons encore ces modèles économiques-là, ces modèles économiques d'esclavagisme, ces modèles économiques de colonialisme. Nous devons inverser la tendance, commencer à produire ici. La crédibilité, on ne va pas vous octroyer. Vous devez travailler sur votre crédibilité en tant qu'État. Ça joue même au niveau de la dette extérieure, même au niveau international. Pour lever les fonds sur le marché financier international, il faut que vous soyez crédible. Si vous n'êtes pas crédible, même le Fonds monétaire international, vous verrez qu'il accorde 500 millions à Ghana et vous, il vous donne 60 millions. Vous verrez qu'il accorde
300 millions à la Côte d'Ivoire, vous, on vous accorde 100 millions et puis vous venez faire de bruit ici. Le problème, c'est la crédibilité d'un État. Puisque vous parlez de problème des vols, nous devons développer des modèles économiques. Vous savez, CNCS traîne de l'argent. CNSAP traîne de l'argent. Il y a des institutions financières non bancaires qui traînent de l'argent et on peut travailler sur un modèle économique, mettre ces gens ensemble afin de trouver des capitaux pour financer des projets comme Congo Airways. C'est un modèle qu'on a tenté avec, je pense, Justin Kalumba à l'époque. Là, quand on a relancé Congo Airways, je me rappelle avoir lu que CNCS était l'un des actionnaires. Oui. Et aujourd'hui, on peut répéter en renforçant ces bons modèles. Mais ça n'a pas marché parce qu'il y a des détournements. On n'a pas mis des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Et très souvent, des gens réfléchissent. Vous voyez, je donne des réflexions à l'air. Et des gens vont récupérer ça et ils vont travailler ça de leur manière pour produire leurs intérêts. Et ils évitent les techniciens qui ont les idées claires de ce qu'ils disent, de ce qu'ils proposent. Moi, peut-être ce que j'ai dit, c'est sur ce que je veux en réalité donner comme idée claire. Mais eux, ils récupèrent les dés là, sur 10, et ils vont travailler de la manière que ça ne peut pas produire quelque chose de bien. Et donc, je disais, il faut des modèles économiques adaptés à notre ère. Puisque je disais ici au départ que la politique américaine n'est pas faite pour nous. Que la politique américaine, la politique économique américaine n'est pas faite pour nous. Nous devons nous adapter. Et pour cela, nous devons travailler sur la crédibilité de notre État, sur la crédibilité de notre gouvernement pour tenter d'obtenir les avantages que ça peut donner et tenter d'être résistant, de développer une capacité de résilience face aux effets néfastes que ça peut produire dans les temps. Bref. Donc, sérieux, c'est pas le monde de Lumumba. Ce que l'assistant dit, nous ne sommes pas sérieux. La crédibilité. La crédibilité et sérieux. C'est vraiment ces deux mots-là, c'est pas pour le Congo. Ce que M. Crédit. Et pourquoi on n'est pas crédible? Pourquoi les deux côtés étaient crédibles? Pourquoi aujourd'hui cette génération n'a pas de crédibilité? Non, écoutez, c'est parce que nous-mêmes, pour qu'on arrive à vous crédibiliser, vous avez des efforts à faire vous-même d'abord. Donc aujourd'hui, on fait pas des efforts. Quand il y a un ministre, par exemple, qui arrive à détourner autant de millions, et ces ministres-là, vous les mettez d'aller négocier un contrat pour la République, est-ce que vous croyez qu'on va les prendre en série? On les prendra pas en série. Et il y a une chose, c'est que M. Christian dit, essayez de donner notre modèle économique. Moi, je ne peux pas comprendre. 60 ans d'Iran, il n'y a jamais eu un modèle économique en République du Congo. Mais vous qui enseignez l'économie. Ici, les bois, on les coupe ici, on les met dans les bateaux, ça va en Europe, et le meuble nous revient plus cher. Pourquoi ne pas transformer ces bois-là en morceaux de bois en bois et faire de meubles sur place ici et exporter maintenant les meubles? On dit tout ce qui est transformé en Afrique, 3/4, c'est le prix est exagéré. Il n'y a pas de subsides autour de la production. Au-delà d'avoir un modèle économique, il faut avoir aussi des dirigeants capables d'implémenter des nouvelles choses dans la vie. Une minute, parce qu'on est déjà à la fin. En conclusion, qu'est-ce que le Congo doit faire par rapport à cette ouverture des 4 ans prochaine président américaine? Comment on doit s'adapter par rapport à la politique américaine? La République démocratique du Congo doit continuer à mener ses réformes économiques pour non pas seulement s'adapter à la politique économique américaine, mais surtout pour améliorer le niveau de vie de sa population. C'est cela le plus important. J'aurais bien voulu qu'on aborde la question du Fonds monétaire international et de la confusion on le fera le mercredi prochain que j'observe. On va parler parce qu'il y a des programmes, on parlera de des programmes. Oui, mais ça veut dire, comme on va en parler, voilà. je ferme la parenthèse, c'est que nous devons continuer à travailler pour améliorer notre condition de vie, améliorer notre crédibilité. Je parlais de modèle économique et ces modèles économiques amènent le tout. L'amélioration des infrastructures font partie, l'amélioration des politiques économiques et des réformes amenées dans les secteurs fiscaux, dans les secteurs de l'impôt et dans les secteurs bancaires, surtout dans la restructuration du système
financier, mais aussi dans la politique monétaire, parce que c'est là, la Banque centrale, c'est la banque des banques. Mais lorsque vous avez des gens qui, avec le temps, vous observez qu'il n'y a que des confusions qui sortent de cette banque. Elle n'arrive pas à gérer les banques commerciales, elle n'arrive pas à maîtriser les taux d'inflation, elle n'arrive pas à maîtriser les taux de change, elle n'arrive pas à maîtriser les différentes tendances des politiques monétaires. Et vous verrez que notre monnaie est devenue pratiquement la monnaie des singes, alors qu'il y a la Banque centrale qui est censée réguler, et alors qu'il y a la Banque centrale qui est censée préserver sa valeur. Ça veut dire que nous sommes partis pour la gloire et nous devons travailler en faisant ces restructurations. Il faut mettre des hommes qu'il faut à la place qu'il faut. Lorsque vous constatez que celui qu'on a mis ici n'a pas assez de compétences telles qu'on espérait, il faut changer, il ne faut pas tarder, il ne faut pas perdre le temps. Aujourd'hui, quand la dame est venue à la Banque centrale, les taux de dollars étaient à 22, 23, aujourd'hui nous sommes à 28. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, le franc congolais perd davantage sa valeur et ceci n'est pas intéressant. Prof, qu'est-ce qu'on doit faire? Même question. Il y a au Congo, moi je dis, tout est à refaire. Le Congo, c'est un pays à refondre sur tous les secteurs possibles. Rien ne semble marcher en RDC. Rien du tout, rien du tout. Le climat des affaires est paisible, un peu. Non, pas du tout. J'y crois pas. Pas du tout. Et j'ai suivi nos amis de l'UDPS. J'entre un peu là-bas. Soi-disant que ça n'avance pas parce qu'il y a la guerre, il y a ceci, il y a des conflits. Oui, c'est bien, on les concède. Mais savez-vous que dans le monde entier, c'est pendant le moment difficile qu'il y a eu des inventions. Le Maroc s'est adapté par rapport pendant le Covid et devient le premier exportateur de véhicules en Europe. Hein. La RDC peut être le premier exportateur de beaucoup de choses. Moi, je me dis toujours, des grandes inventions se sont faites pendant le moment de crise. Voilà, nous vous remercions. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je remercie l'assistant Christian et le professeur. Et je crois, nous n'oublions pas de remercier ceux qui nous ont accompagnés techniquement avec l'émission Sageko d'aujourd'hui, y compris les francophones et les congolaises dans toutes les grandes villes congolaises. Si vous voulez être à la place des deux enseignants qui étaient avec nous dans ce plateau de Sageko, contactez-nous via le plateforme digitale. La semaine prochaine, vous allez commencer à nous suivre dans des maisons congolaises. Nous allons émettre en clair la chaîne économique de l'espace francophone de Kinshasa. Quant à moi, merci pour avoir honoré l'invitation d'aujourd'hui. Prochain numéro de l'émission SAG Echo. Merci. SAG Echo.